Audiolib présente Plus noir que noir de Stephen King, traduit de l'anglais par Jean Hesch, lu par Guillaume Orsat. Deux crapules pleines de talent. 1. Mon père, mon célèbre père, est mort en 2023, à l'âge de 90 ans. 2 ans avant de mourir, il a reçu un mail d'une journaliste indépendante nommée Ruth Crawford, qui sollicitait une interview. Je lui ai lu ce mail, comme je le faisais pour l'ensemble de sa correspondance, professionnelle et privée, car il avait renoncé alors à utiliser tous ses appareils électroniques. D'abord son ordinateur de bureau, puis son ordinateur portable, et enfin son cher téléphone. Il avait conservé une bonne vue jusqu'à la fin, mais il disait que regarder l'écran de l'iPhone lui donnait des migraines. Au cours de la réception qui a suivi les obsèques, le docteur Goodwin m'a confié que mon père avait peut-être fait plusieurs mini-AVC avant l'attaque fatidique. À peu près à l'époque où il avait abandonné son téléphone, 5 ou 6 ans avant sa mort, j'avais pris ma retraite anticipée de mon poste de directeur de l'école de Castle County pour me mettre au service de mon père à temps plein. Il y avait de quoi faire. Certes, il avait une gouvernante, mais je la remplaçais le soir et le week-end. Je l'aidais à s'habiller le matin et à se déshabiller le soir. Je faisais le plus gros de la cuisine et je nettoyais quand il n'avait pas eu le temps d'arriver aux toilettes durant la nuit. Il avait un homme à tout faire également, mais Jimmy Griggs approchait des 80 ans lui aussi. Et finalement, j'en étais venu à le remplacer pour certaines tâches. Ça allait de pailler les parterres chéris de mon père à déboucher les canalisations obstruées. La possibilité d'engager une aide à domicile n'avait jamais été évoquée. Dieu sait pourtant que papa avait les moyens. Une douzaine de méga best-sellers sur une période de 40 ans l'avait mis à l'abri du besoin. Il avait 82 ans quand le dernier de ses pavés captivants, Donna Tartt, dans le New York Times, avait été publié. Il s'était livré au jeu des interviews de rigueur et avait posé pour les photos obligatoires avant d'annoncer sa retraite. De manière élégante devant la presse, avec cet humour qui le caractérise, Ron Charles, dans le Washington Post. En privé, il m'avait dit « Dieu soit loué, j'en ai fini avec ces conneries ». Exception faite de cette interview informelle, devant une clôture accordée à Ruth Crawford, il ne s'est plus jamais exprimé officiellement. On le lui a souvent demandé, et il a toujours refusé, affirmant qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire, et même des choses qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. « Quand tu donnes un certain nombre d'interviews, m'a-t-il dit un jour, tu as toutes les chances de mettre les pieds dans le plat 1 ou 2 fois, et c'est toujours ce qui reste. Plus tu vieillis, plus le risque est grand. » Ses livres ont continué à se vendre malgré tout, et il fallait gérer ses affaires. J'épluchais les contrats de renouvellement de droits, je validais avec lui les projets de couverture ou d'adaptation pour le cinéma ou la télé, et je lui lisais scrupuleusement toutes les demandes d'interview depuis qu'il ne pouvait plus le faire lui-même. Il disait toujours non, y compris à la proposition de Ruth Crawford. « Adresse-lui la réponse standard, Marc. Je suis flatté, mais non merci. » Je le vis hésiter cependant, car c'était un peu différent cette fois. Crawford voulait écrire un article sur mon père et son très vieil ami David Butch Laverdière, qui était mort en 2019. Papa et moi avions affrété un Gulfstream pour assister à son enterrement sur la côte ouest. Papa avait toujours été près de ses sous, pas radin mais pas loin. Et le coût exorbitant de cet aller-retour en disait long sur la nature de ses sentiments pour cet homme que j'appelais Oncle Butch depuis que j'étais gamin. Des sentiments indéfectibles, même si les 2 hommes ne s'étaient pas vus depuis 10 ans ou plus. On avait demandé à mon père de prendre la parole lors des obsèques.
Je ne pensais pas qu'il accepterait. Son rejet des projecteurs ne se limitait pas aux interviews. Et j'avais tort. Il n'était pas monté sur l'estrade, toutefois, se contentant de se lever en prenant appui sur sa canne. Il avait toujours été un bon orateur, et l'âge n'y avait rien changé. Butch et moi, on s'est connus gamins dans une école à classe unique, avant-guerre. On a grandi dans un patelin où il n'y avait pas de route goudronnée ni de feu rouge. On réparait des voitures et on les retapait, on faisait du sport et plus tard on a été entraîneur. Adulte, on a fait un peu de politique au niveau local et on s'est occupé de la décharge municipale. Deux choses très similaires maintenant que j'y pense. On allait à la chasse et à la pêche, on éteignait les feux de broussailles en été et on déneigeait les routes en hiver. Et je dois avouer qu'on a renversé un bon paquet de boîtes aux lettres avec le chasse-neige. J'ai connu Butch quand personne ne connaissait son nom, ni le mien, au-delà d'un rayon de 30 kilomètres. J'aurais dû venir le voir ces dernières années, mais j'étais accaparé par mes affaires. Et je me disais, on a le temps. C'est toujours ce qu'on se dit, il me semble. Puis le temps passe. Butch était un grand artiste, mais aussi un type bien. Et c'est le plus important. Certaines personnes ici ne sont peut-être pas de cet avis, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été là pour lui, et réciproquement. Il s'est tu, tête baissée. Il réfléchissait. Dans ma petite ville du Maine, il y a une expression pour décrire ce genre d'amitié. On fait corps. Et on pouvait dire qu'ils avaient appliqué ce principe jusque dans leur secret. Ruth Crawford possédait de solides références, j'avais vérifié. Elle avait écrit des articles, essentiellement des portraits de personnalités, pour une dizaine de publications, surtout locales ou régionales, Yankee, Down East, New England Life, mais aussi nationales, dont un reportage sur la misérable ville de Derry, publié dans le New Yorker. Concernant Laird Carmody et Dave Laverdière, il me semblait qu'elle avait trouvé un angle intéressant. L'idée lui était venue en survolant des articles sur mon père et oncle Butch, et elle voulait creuser ce sillon. Deux hommes originaires de la même petite ville du Maine, devenus célèbres l'un et l'autre dans deux domaines culturels différents. Mais il n'y avait pas que cela. Carmody et Laverdière avaient connu la gloire après 40 ans, à un âge où la plupart des hommes et des femmes ont renoncé à leurs ambitions de jeunesse. Et se sont installés dans une routine, comme l'a dit papa un jour, pour commencer à la meubler. Ruth souhaitait explorer cette coïncidence improbable, à supposer qu'il s'agisse d'une coïncidence. « Il y a forcément une explication », demanda papa quand j'eus fini de lire la lettre de Madame Crawford. « C'est ce qu'elle sous-entend. Je suppose qu'elle n'a jamais entendu parler des frères jumeaux qui gagnent le gros lot à la loterie le même jour, chacun dans son état respectif. En l'occurrence, il ne s'agissait peut-être pas forcément d'une véritable coïncidence, dis-je. Si on part du principe, évidemment, que tu ne viens pas d'inventer cette histoire à l'instant. » Je lui laissai le temps de se défendre, mais il se contenta de m'adresser un sourire qui pouvait signifier n'importe quoi, ou rien. Alors j'insistais. C'est vrai, quoi. Ces jumeaux ont peut-être grandi dans un foyer où le jeu tenait une grande place, ce qui rendrait la chose un peu moins improbable, non? Et que fais-tu de tous les tickets perdants qu'ils avaient achetés avant? Je ne vois pas où tu veux en venir, Marc, répondit-il, toujours avec ce petit sourire en coin. Et je me demande si tu le sais toi-même. Je dis juste que je comprends pourquoi cette femme s'intéresse au fait que deux gars comme Dave et toi, originaires de Nulparville, ont connu le succès au milieu de leur existence. Je levai les mains devant mon visage comme si j'encadrais un gros titre de journal. Serait-ce le destin? Mon père réfléchit en massant les poils blancs de sa barbe naissante sur sa joue creusée de rides. Je crus réellement qu'il allait changer d'avis et accepter cette interview. Mais il secoua la tête. « Écris-lui une de tes gentilles lettres pour lui dire que je décline sa proposition et souhaite-lui bonne chance pour la suite de sa carrière. » Ce que je fis.
Toutefois, quelque chose me frappa dans le regard de papa. Le regard d'un homme qui aurait pu dire un tas de choses sur la manière dont son ami Butch et lui avaient connu la gloire et la fortune, et qui préférait ne pas les dire, qui choisissait, de fait, de faire corps. Ruth Crawford fut certainement déçue par le refus de mon père de se laisser interviewer, mais elle ne renonça pas à son projet pour autant. Pas même lorsque je refusais à mon tour de répondre à ses questions, sachant que cela... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.